les Juifs, probablement, enfin du moins ceux que je connais, qui sont installés à Istanbul, à Izmir, votent traditionnellement plutôt CHP, c'est-à-dire kémaliste, une grande ouverture vers le libéralisme, vers l'Occident, avec une politique généralement quand même plus favorable à Israël, encore que, parce que Elie Jarolou n'est pas un fervent d'Israël, ça n'est pas un partisan des relations avec l'État hébreu. Et comme je l'annonçais dans la présentation de cette heure d'actualité, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Emmanuel Attias. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Vous êtes historien, ottomaniste, spécialiste de la Turquie, en particulier de la communauté juive turque, et on a bien besoin de votre éclairage pour nous expliquer le résultat très, on va dire, très mitigé de ces élections présidentielles. Alors, je vais vous poser la question de but en blanc. Qui a gagné ? Alors, c'est une question très intéressante parce que pour la première fois, vraiment depuis un grand nombre d'années, il y a un vrai enjeu. En 2014 et en 2018, on se souvient que Erdogan était passé dès le premier tour avec des scores qui ne faisaient pas de doute. Bon, il y avait eu des accusations effectivement de manipulation des votes, il y avait eu des remises en question, mais toujours est-il que son élection avait été confirmée à chaque fois et il n'y avait pas de suspense véritable. Là, grâce au désistement de plusieurs candidats qui ont accepté finalement de transférer leur voix vers le challenger, eh bien, il y a la possibilité pour Kemal Kılıçdaroğlu, c'est-à-dire le tenant du CHP, donc du parti kémaliste, eh bien, d'organiser un second tour. Et donc, il y a un vrai enjeu et on verra ça d'ici 2 semaines. Donc, c'est certain, il y aura un second tour. Ah ben là, d'après tout ce que j'ai pu lire ce matin dans la presse turque, parce que j'essaie de me renseigner auprès des sources les plus directes, on va dire, les médias, même BFM TV ce matin, ou même les agences américaines comme Reuters ou autres, n'étaient pas autant au courant que les principaux concernés semblaient dire effectivement qu'il y avait un second tour qui était attendu pour le 28 mai, sachant qu'on est à peu près à plus de 98,8% des bulletins qui ont été dépouillés. Alors, dites-moi si c'est une forme de déception pour le camp de l'opposition de Kılıçdaroğlu ou pas, parce qu'on avait l'impression vraiment ces derniers jours qu'il y avait une sorte de retournement de tendance, que on avait le sentiment que le candidat de l'opposition était porté par une vague favorable et qu'il pouvait passer au premier tour. Alors ça, ce sont, je pense, des effets d'annonce, une manière aussi politique d'encourager les électeurs à se mobiliser, sachant que les Turcs sont d'une certaine manière de vrais démocrates. Il y a une mobilisation à chaque élection qui dépasse les 80% et qui pourrait inspirer des pays comme la France, dans la mesure où on ne peut pas reprocher aux Turcs de ne pas aller aux urnes. Donc il y a eu un vote massif. Après, est-ce qu'ils ont vraiment cru à une victoire dès le premier tour ? Je pense que c'était une gageure et il fallait pas trop y compter. Erdogan est encore très très présent dans les milieux ruraux et les campagnes votent très majoritairement, on l'a vu, pour le leader islamiste. Alors comment se préparer comment va se présenter ce deuxième tour, qu'est-ce qui va se passer à votre avis en Turquie pendant ces 2 prochaines semaines? Alors maintenant, il va falloir aller grappiller en fait les voix des 2 autres candidats très minoritaire. Alors il y en a même un qui est ultra minoritaire, qui est İnce, qui pourtant s'était présenté il y a quelques années contre Erdogan et qui avait obtenu, je crois, une trentaine de pourcents. Là, il se retrouve avec 0,42%. Mais c'est ces petites voix qui vont pouvoir faire la différence, et surtout les voix de Oğan, c'est-à-dire celui qui a eu quelque chose comme 5,3%. Et dont le report des voix va être déterminant. Alors, a priori, on pourrait quand même imaginer que ces 5% se reportent sur l'opposant d'Erdogan, Kılıçdaroğlu, dans la mesure où c'est également un membre du CHP. Mais c'est la frange nationaliste du CHP, ce fameux Oğan. Donc, les 5% pourraient être reportés, ce qui annonce un second tour très, très, très tendu et vraiment, ça va se jouer à quasiment rien, je pense. Et pourtant, on avait le sentiment que Erdogan était sur une pente descendante, que, on va dire par exemple, le tremblement de terre avait considérablement affecté son leadership, que ces dernières semaines, la crise économique aussi, que ces dernières semaines, il était sur la pente descendante, que son état de santé inquiétait. Finalement, malgré tout cela, eh bien, il arrive à obtenir près de 50% des suffrages. C'est quand même tout de même assez étonnant, n'est-ce pas?
Alors, effectivement, c'est étonnant, surtout après le tremblement de terre qui a remis au goût du jour toutes les accusations de malversation, les pots de vin qui permettent à des promoteurs immobiliers de construire des immeubles totalement insalubres dans une grande partie de l'Anatolie. Bon, c'est pas nouveau, hein, c'est pas le propre même d'Erdogan, ça avait commencé déjà avec le libéral Turgut Özal dans les années 80. Mais là, on a vu vraiment ce à quoi pouvait conduire ce type de construction précaire. Et on se serait attendu, par exemple, que dans le sud de la Turquie, dans les régions les plus touchées par le tremblement de terre en février dernier, il y ait effectivement un vent contraire. Eh ben, ça n'a pas eu lieu. On aurait pu imaginer que les populations les plus pauvres, celles des campagnes, reportent effectivement leur voix en raison d'une inflation qui est galopante. Et on se rend compte qu'en fait, il y a deux Turquies. Il y a une Turquie, Istanbul et Ankara, une Turquie des villes, y compris Izmir, hein, toute la côte, qui a voté majoritairement CHP, c'est-à-dire qui est très favorable à l'ouverture vers l'Occident et qui se montre beaucoup plus moderne, et puis une Turquie majoritaire de l'intérieur des terres, en termes de région, hein, je veux dire majoritaire, pas forcément en termes de démographie, mais en termes de région qui reste vraiment derrière le leader islamiste Erdogan, parce que il assure une certaine confiance, il donne des gages de garantie aux musulmans, et ça importe pour beaucoup de gens, peut-être plus que l'économie elle-même. Alors je voudrais, comme vous êtes un expert de la communauté juive turque, je voudrais d'abord savoir comment votent les juifs turcs, même s'ils ne représentent pas un point majeur dans la population turque. Quel est leur vote en général? Votent-ils par exemple dans la conjoncture actuelle? Votent-ils pour le président sortant, Erdogan, ou alors pour l'opposition? Alors, ce sont surtout des hypothèses que je vais mettre dans la mesure où nous n'avons pas de source fiable de ce point de vue. Les minorités en Turquie ont été relativement opprimées ces 20 dernières années, de sorte que les juifs, comme les chrétiens, hein, que ce soit les arméniens, les grecs ou encore les alévis, dont fait partie le challenger qui est Darolu, se montrent généralement discrets lorsqu'il est question de parler de politique ou de donner leur opinion sur leur vote. Les juifs, probablement, enfin du moins ceux que je connais, qui sont installés à Istanbul, à Izmir, votent traditionnellement plutôt CHP, c'est-à-dire kémaliste, une grande ouverture vers le libéralisme, vers l'Occident, avec une politique généralement quand même plus favorable à Israël, encore que, parce que Kılıçdaroğlu n'est pas un fervent d'Israël, ça n'est pas un partisan des relations avec l'État hébreu, mais si on regarde par exemple les juifs d'origine turque qui ont voté donc comme Turcs de l'étranger en Israël, eh bien 75% d'entre eux ont donné leur voix à Kemal Kılıçdaroğlu. Donc ça nous donne peut-être une idée sur le vote des Juifs d'Istanbul qui sont de l'ordre de 15 000. Mais bon, ils sont très minoritaires, ils comptent pour relativement peu dans le vote général d'une population qui dépasse les 85 millions d'habitants. Alors pourquoi justement lui, le candidat de l'opposition kémaliste, n'est pas particulièrement favorable à Israël? Pourquoi cette réticence? Certains disent même qu'il est en tout cas même plus glacial envers l'État d'Israël que ne l'a été Tayyip Erdogan. Alors, Kılıçdaroğlu, c'est un homme assez nouveau. Il est arrivé sur la scène politique il y a une douzaine d'années. On le connaît relativement peu. Si on fait des recherches sur Internet, que ce soit dans les langues européennes ou en turc même, on trouve très peu d'informations concernant ses liens avec Israël, en dehors de ces quelques récentes déclarations qui peuvent être également placées dans un contexte électoral. Donc, il faut émettre quand même des réserves par rapport à ce qu'on va dire, mais c'est vrai que son tweet au moment de la répression sur le mont du Temple lors des événements de la mosquée Al-Aqsa a été particulièrement commenté puisque il a dit cela affectera nos relations futures si Israël se comporte à nouveau de cette manière à l'égard de nos concitoyens, et on va apprendre aux Israéliens à respecter les citoyens turcs. Donc ces mots ont été quand même dits de manière assez violente, sans embâge, et il a dit on combattra sans relâche ceux qui s'attaquent aux citoyens turcs. Alors, n'oublions pas, le CHP, c'est un parti kémaliste, mais qui est aussi nationaliste, avec une branche qui est clairement affiliée aux anciens nationalistes. Alors bien sûr, c'est pas non plus le MHP, hein, qui est le parti des loups gris, mais il doit plaire d'une certaine façon aussi à ces ultranationalistes qui pourraient reporter leur voix. Donc le discours va sans doute évoluer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un pragmatique
Ça n'est pas un va-t-en-guerre. Il est beaucoup plus modéré dans ses propos. Donc, on évitera sans doute en fait des déclarations qui ont pu rompre les relations pendant plusieurs années avec Israël dans cette dernière décennie et qui avaient notamment abouti au retrait des ambassades de part et d'autre entre la Turquie et Israël. Eh bien, Emmanuel Attias, merci beaucoup d'avoir accepté de nous expliquer les résultats, nous donner votre appréciation de ces résultats des élections, du premier tour des élections. On prend rendez-vous avec, si vous le permettez, avec vous pour dans 2 semaines, c'est-à-dire au lendemain du 28 mai, des élections du second tour, de ces élections présidentielles dramatiques, on va dire, pour la Turquie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt, Emmanuel. Merci beaucoup à vous. Au revoir et très bonne journée.